Une façade de verre qui ondule, un dôme blanc. Dans le paysage de Paris, entre façade haussmannienne et HBM de briques des années 30, une éruption de l'architecture moderne. La maison du Parti communiste français, construite par Oscar Niemeyer entre 1965 et 1980. Un bâtiment dont l'architecture incarne une ambition politique. Quand le Parti communiste français décide en 1965 de construire un nouveau siège, il représente alors plus de 20% des votes. Il compte 300 000 adhérents et des millions de sympathisants. Ce sont eux qui, pendant 15 ans de campagne répétée de souscription, vont financer la construction du nouveau bâtiment. Waldeck, Rocher ! Vive le communisme ! Le Parti communiste veut réunir dans un seul bâtiment ses locaux dispersés dans plusieurs immeubles parisiens. Il a besoin de bureaux et de salles de réunion. Mais ses dirigeants savent aussi que leur nouveau bâtiment sera scruté comme un signe de l'évolution du parti, de son rapport au stalinisme, de son esprit d'ouverture, de ses relations avec les artistes et les intellectuels. Et pour incarner cette ouverture, il propose le projet à Oscar Niemeyer. Il est communiste et brésilien, connu dans le monde entier comme l'architecte de la nouvelle capitale, Brasilia. Depuis le coup d'État militaire de 1964 dans son pays, il vit en exil en France, où il est autorisé à exercer son métier grâce à l'intervention personnelle d'André Malraux et du général de Gaulle. Niemeyer accepte la proposition du PCF avec enthousiasme et constitue une équipe avec Jean de Roche, un jeune architecte communiste. Jean Prouvé sera l'auteur des façades. Jamais Niemeyer ne se fera payer pour son travail. Le siège du PCF constituera dans cette ville un exemple de l'architecture contemporaine, un point d'attraction et de tourisme. Un bâtiment aux formes nouvelles, simple, sans finition luxueuse et superflue. La maison du travailleur. Et le siège du PCF ne sera pas simplement un bon exemple d'architecture, mais une marque de la société socialiste. Pour accueillir son bâtiment, le Parti communiste dispose d'une belle parcelle dans le nord-est de Paris, place du Colonel Fabien, un morceau de colline au pied des buttes Chaumont. 5000 mètres carrés. Ce terrain a un beau passé architectural et politique. Il a hébergé la maison des syndicats, l'université ouvrière et le pavillon du constructiviste Konstantin Melnikov, un bâtiment qui représentait l'Union soviétique à l'exposition des arts décoratifs de 1925. Offert aux communistes français à la fin de l'exposition, détruit par les nazis en 1942. À l'inverse des immeubles qui entourent et bordent la place, Niemeyer décide de placer son édifice en retrait pour mieux le mettre en valeur. La grande façade vitrée occupe le haut de la pente, précédée du dôme qui abrite une grande salle de réunion. Les deux volumes, tout en courbe, construits dans deux étapes distinctes du chantier, dialoguent l'un avec l'autre. Dans la pente douce ainsi libérée, Niemeyer crée un jardin et une esplanade, ouvre généreusement l'espace public au bord de la place. Quelques mois après la fin du chantier, pour des raisons de sécurité, le jardin est clos par une grille. Avec ses 6 étages, ses 2 façades parallèles et ses 2 pignons recouverts de céramique blanche, le bâtiment du Parti communiste appartient à une typologie bien connue, construite sur un mode répétitif, c'est une barre. Comme le veut un des dogmes de l'architecture moderne, le bâtiment est détaché du sol, ne reposant que sur 5 points d'appui, 5 piliers massifs, dont un seul est exposé là où la pente s'arrête. Les 4 autres piliers sont peu visibles, émergeant à peine du sol de béton qui remonte comme une vague. Ce mouvement du sol n'est pas dû au terrain. C'est une création de l'architecte qui l'accentue par le dessin du socle du bâtiment, taillé comme une aile d'avion inversée, ouvrant l'espace. L'édifice semble flotter au-dessus d'une mince couche d'air.
Dans l'alignement des 5 piliers qui sortent du sol, la structure porteuse s'élève au centre du bâtiment. Chacun des niveaux met en tension 2 profils d'ailes d'avion inversées de part et d'autre de la partie centrale. Au voisinage de la façade, le béton est moins épais, invisible de l'extérieur. Les 2 façades libérées de toute fonction porteuse sont en verre. 500 mètres carrés faits de 324 plaques de verre, toutes au même gabarit. Pour magnifier la surface vitrée, les joints se font les plus fins possibles. Des joints en caoutchouc, enserrés dans une mince structure d'aluminium. Dessiné par Jean Prouvé, qui en est le seul concepteur, c'est l'exemple abouti de ce qu'on appelle une façade rideau. L'immeuble aurait dû être climatisé derrière sa façade de verre hermétiquement close. Mais les camarades ne voulaient pas d'un immeuble comme les Américains. Ils voulaient le vrai confort, des fenêtres qui s'ouvrent. Et le miracle fut. Prouvé et mis au point une poignée pivotante qui, toutes les 3 fenêtres, permet d'ouvrir la façade de verre. Une poignée en aluminium, au profil simple et dessiné. Légère, belle, efficace. Malgré sa structure répétitive, le bâtiment n'est pas une barre comme les autres. Il ondule suivant une courbe plus complexe qu'il n'y paraît. La combinaison de 2 parties rectilignes, d'une courbe et d'une contre-courbe, ajustées à leur point tangent. Et le dessin de l'édifice parisien reproduit à une échelle réduite l'ondulation de l'immeuble collectif que Niemeyer construisit en 1951 à São Paulo, l'immeuble Copan, avec une différence notable. Le Copan a pour façade des brise-soleil en béton. À Paris, les courbes sont en verre. Des courbes qui résultent de la juxtaposition de panneaux de verre rectilignes. Ils décomposent les reflets du ciel et du paysage parisien, et par endroits, la façade du bâtiment lui-même. Contempler les nuages a toujours constitué ma distraction favorite. J'y voyais des cathédrales, des guerriers, des animaux et toutes sortes de choses fantastiques. Ce n'est pas l'angle droit qui m'attire, ni la ligne droite inflexible créée par l'homme. Ce qui m'attire, c'est la courbe libre et sensuelle, la courbe que je rencontre dans les montagnes de mon pays, dans le cours sinueux de ses fleuves, dans les nuages du ciel, dans le corps des femmes. Tout l'univers est fait de courbes. En haut du terrain, la façade de verre frôle le mur des HBM. Une immense paroi de pierre percée de petites fenêtres. Les jours de souffrance des HBM, c'est le nom de ces ouvertures d'importance secondaire, auraient pu être bouchés. La réglementation l'imposait. L'architecte a préféré les habiller de panneaux translucides. Pas de regard indiscret, mais la lumière passe. Une délicatesse d'architecte pour des relations de bon voisinage. Sur l'arrière du bâtiment, Niemeyer change de vocabulaire. Contrastant avec les façades de verre, 2 volumes s'affirment, opaques et monumentaux.
Aucune fenêtre pour le volume circulaire qui abrite l'escalier de secours. L'autre volume, plus imposant, au dessin trapézoïdal, abrite les ascenseurs et les escaliers. Il est percé d'étroites meurtrières, créant une demi-pénombre dans les larges paliers. En déportant à l'extérieur toutes les circulations verticales, l'architecte simplifie la construction de la barre, préserve la future flexibilité des étages et rappelle son goût pour le béton. Épousant la courbe des façades, un couloir central serpente au milieu de chaque étage. Il dessert de part et d'autre une vingtaine de bureaux. Un programme apparemment banal, transformé par des choix surprenants. Les murs du couloir ne sont pas des murs, mais les armoires de rangement des bureaux. Leur volume coloré rythme l'espace de circulation. Entourés de surfaces vitrées, les murs rangements laissent passer la lumière du jour. Dans les bureaux, la paroi vitrée est habillée par une tablette de rangement qui court le long de la façade. Un garde-corps qui réduit la sensation de vertige. Dans le plafond, les panneaux de tubes fluorescents sont sans joint ni protection, encastrés à nu. Un signe discret de Niemeyer, rappelant le traitement brutal du béton qu'il affectionne. Le dernier étage s'ouvre au ciel dans 2 patios, à chaque extrémité du bâtiment. Des courbes délicates qui voisinent avec des volumes organiques en béton, protégeant des équipements de climatisation installés sur le toit. Un dessin de fin de chantier, une dernière facture que le parti honora sans discuter. Dans le ciel de Paris, un paysage surprenant. En 1972, le chantier s'arrête. 2 voisins s'obstinent à ne pas vouloir déménager. Pendant 8 ans, l'issue de secours, voisine de l'entrée du parking, sera la seule entrée du bâtiment. Après 5 ans d'interruption, le chantier reprend. Fidèle au premier dessin de Niemeyer, le bâtiment sera achevé et inauguré en 1980. Le siège du parti posait problème du fait que l'espace était limité. Dans un cas de cette nature, le rapport entre les volumes et les espaces libres devient fondamental. En effet, quand il y a trop de volume sur un terrain exigu, il n'y a plus de spectacle architectural, tout devient laid. Comme je voulais donner de l'ampleur au rôle de la classe ouvrière, j'ai été obligé de le faire en profondeur, de l'enfouir dans le sous-sol pour ne pas occuper trop de terrain. Pour entrer dans l'immeuble du parti, il faut s'enfoncer dans le sol, sous la marquise blanche ajoutée à la dernière minute pour signaler cette porte bien discrète. On ne débouche pas dans le sous-sol de l'immeuble de bureau, mais dans une vaste place publique souterraine que Niemeyer appelle le foyer de la classe ouvrière. Impossible de deviner que la plus grande partie du programme est sous terre. Les 2 tiers de la parcelle sont occupés par 4 étages en sous-sol, la face cachée de la vie du parti. Le foyer de la classe ouvrière est un vaste hall, un carrefour, où 3 volumes clos organisent l'espace. Celui de l'escalier qui descend de l'esplanade, le volume des cages d'ascenseur et celui des escaliers de l'immeuble. Toutes les parois qui entourent le foyer sont courbes,
de même que le mur circulaire entourant les bureaux autour du patio. Aucune porte n'y est percée. C'est en passant derrière les voiles de béton que l'on trouve les portes. Un espace fluide, organisé autour des fauteuils dessinés par l'architecte et du mobilier en béton destiné aux expositions. Un espace ouvert, rythmé par les 4 grands piliers qui soutiennent l'immeuble et par 3 virgules de béton. C'est la deuxième structure porteuse qui soutient les poutres dissimulées dans le plafond, qui elles-mêmes supportent le poids des dalles de béton de la grande esplanade. Autant l'usage du foyer de la classe ouvrière est ouvert, autant le niveau inférieur définit avec précision ses fonctions. Des zones techniques, la cafétéria, de vastes couloirs et leurs salons de détente, les salles de réunion. Les 2 plus grandes salles voisinent dans un dessin ovoïde. D'un côté, la salle de conférence, légèrement en pente, devant une tribune symétrique entre 2 colonnes, blanc et noir, classique. De l'autre, la salle de délégation. Une table aux angles étonnants. Une des parois courbes est en béton brut. Recouvert de la même moquette, l'autre paroi et le sol se confondent. Pas de grand hall, mais des espaces publics d'une extrême générosité. La cafétéria et les couloirs, définis par des courbes. Seules les parois de béton sont éclairées. Traces des planches, têtes de clous, défauts de la coulée. Le béton est à l'honneur. L'architecte met en scène sa propre architecture. Ce que l'architecte français Jean Desroches, qui travailla avec Niemeyer pour la première partie de chantier, appelait une architecture didactique. Des matériaux bruts pour catalyser la réflexion. Si nos architectes ont subi, comme tous ceux de notre génération, l'influence de Le Corbusier et de son architecture, ils s'en sont peu à peu dégagés sous l'attrait d'une architecture plus libre. Ils ont invité les spécialistes du béton armé à pénétrer dans ce monde de la fantaisie que constitue la liberté plastique, les obligeant à suivre sans crainte le tracé architectural. Les travées s'agrandirent, les colonnes devinrent plus fines, l'architecture se fit plus légère. Achevé en 1980 avec l'aide du jeune architecte Jean-Maure Lyonnais, le dôme blanc qui abrite la salle de réunion du comité central est le clou de la composition architecturale. Dialoguant avec les courbes de l'immeuble de bureau, il s'impose au milieu de la pente. Une forme simple qui ne laisse rien deviner de sa fonction, un volume de béton recouvert d'une résine et peint en blanc. Sans aucune ouverture, il est cerné par une mince verrière qui laisse passer la lumière dans le sous-sol. On y accède en descendant la pente douce du foyer de la classe ouvrière. Un ultime ajustement du dénivelé pour que le volume de la salle, à moitié dedans, à moitié dehors, ne s'élève pas trop haut devant la façade de verre. Millionnaire, fondé,
Dresser l'ordre du jour. La mise en œuvre d'une politique nouvelle et les tâches du parti aujourd'hui. Rapporteur Georges Marchais, est-ce qu'il y a des observations? Des sièges et de longues tables blanches pour 250 personnes. Une tribune protégée par une aile de béton qui améliore l'acoustique, mais semble prête à s'envoler. Et du sol au plafond un seul revêtement. Des dizaines de milliers de plaquettes blanches. Sur des réglettes métalliques qui font le tour de la salle et se succèdent de bas en haut, créant un réseau semblable à une toile d'araignée, chaque plaquette est à la perpendiculaire de sa voisine. Un jeu sur le multiple dont on pourrait croire qu'il recherche surtout un effet visuel. En réfléchissant la lumière des tubes fluorescents positionnés à l'arrière, il crée dans toutes les directions une lumière égale. Mais c'est d'abord la solution au problème acoustique posé par ce volume inhabituel. La coupole de béton renvoie tous les sons au même endroit. Insupportable. Revêtu de sa laine de verre, le volume absorbe les sons qui ne circulent plus. Désagréable. Adopté après des tâtonnements et l'engagement d'une entreprise stimulée par ce défi technique, la disposition des petites lames métalliques fait circuler le son dans tout le volume. Nous avons reçu, oui, la semaine dernière, une lettre de Jeannette Torres-Georges signée par 8 autres membres du parti. Nous l'avons reproduite afin que nous décidions. Installées dans la paroi inclinée, les lourdes portes ne pouvaient être ouvertes à la main. Des pistons hydrauliques aident à les manœuvrer. On pourrait se croire dans une navette spatiale. Le secret de la réunion est assuré. Je suis un être humain comme tous les autres, qui aimait dessiner et est devenu architecte. Un architecte qui a passé sa vie penché sur sa table, mais qui comprend et qui répète que la vie est plus importante que l'architecture. Pour donner à l'architecture le contenu humain qui lui manque, l'important est de participer à la lutte politique. Je considère aussi l'architecture comme quelque chose de secondaire dans le monde injuste où nous vivons. Le rêve est toujours là. Pourtant, 2 étages sont occupés par une entreprise de e-commerce et le bâtiment sert aujourd'hui de décor pour les films, les défilés de mode, les publicités. Conséquence directe du lent déclin du Parti communiste qui en 30 ans est passé de 20 à 5% des voix, mais qui ne peut imaginer quitter sa maison et tout ce qu'elle incarne. Pour certains, l'image d'une utopie politique. Pour nous tous, une utopie architecturale qui unit la France au Brésil et installe au cœur du vieux Paris les courbes sensuelles d'une des plus belles architectures des années 60.